Cascapédia. Donc là, on se redéplace en Gaspésie, petite Cascapédia dans l'est du Québec. Travail également réalisé à l'UQAR avec Thomas et également Isabelle Thomas à l'Université de Montréal. La parole est à toi, Yaovi. Je vais te donner le... OK. Vas-y. Vous voyez mon écran? Ok, merci bien. Je vais vous présenter mon projet de trajectoire de la vulnérabilité aux inondations dans les corridors fluviaux des rivières Cascapédia et Cascapédia dans l'est du Québec. Ce travail a été réalisé sous la direction de Thomas Bélanger et d'Isabelle Thomas. Il a été financé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, également financé par le risque et son partenaire, le Fonds de recherche du Québec, la MS de Bonaventure, la Fondation de l'ICA et la CNSG. Une petite mise en contexte, c'est que les inondations en 2017 au Québec a affecté 281 municipalités et a fait évacuer plus de 4 000 personnes, 5 300 résidences ont été inondées et les conséquences des dommages ont été évaluées à près de 380 millions de dollars canadiens. Suite à ces événements, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec a initié un projet de cartographie des risques liés aux inondations pour 2 communautés métropolitaines ici MLC, dont la MLC de Bonaventure. Mon projet de recherche sur la trajectoire de la vulnérabilité contribue à alimenter la composante risque de ce projet de Bonaventure. Le risque est défini comme la probabilité d'un événement dommageable et dans le cas de cette première définition, la vulnérabilité est analysée sous l'angle d'endommagement potentiel. Le risque peut être défini également comme étant l'interaction entre l'aléa et la vulnérabilité. Et dans cette deuxième définition, la vulnérabilité est appréhendée sous l'angle de facteurs de vulnérabilité. Et le choix d'un coin de pensée dans la trajectoire de la vulnérabilité dépend de la finalité de l'étude. Ici, dans notre cas, nous avons fait le choix d'analyser la trajectoire de la vulnérabilité par les facteurs de vulnérabilité pour pouvoir analyser les facteurs qui prédisposent à l'endommagement et contribuer à la gestion préventive des inondations dans la MS de Bonaventure. D'où nous adoptons la définition de la vulnérabilité de la sécurité civile du Québec, qui est une condition résultant de facteurs physiques, socio-économiques ou environnementaux qui prédisposent les éléments exposés à la manifestation d'un aléa à subir les préjudices ou dommages. La variation du niveau du risque dépend de la variation des caractéristiques de l'inondation et également de la variation du niveau de la vulnérabilité. Ce qui nous amène à élaborer 3 scénarios possibles pour l'étude de la trajectoire de la vulnérabilité aux inondations. La trajectoire de la vulnérabilité aux inondations peut être étudiée sur des zones, sur les différentes zones d'inondation vécues, ou elle peut être étudiée sur différentes zones d'inondation modélisées correspondant à différentes périodes de retour choisies, ou en dernière possibilité, la trajectoire de la vulnérabilité peut être étudiée sur une zone d'inondation modélisée ou vécue fixée. Nous avons pris l'option de la troisième possibilité qui est d'étudier la trajectoire de la vulnérabilité sur une zone d'inondation modélisée fixée pour une période de retour 350 ans pour s'aligner sur les limites maximales de lignes directrices du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec. Et donc, nous obtenons pour la définition de Rebaille et Alvarado pour la trajectoire de la vulnérabilité qui est un enchaînement dans le temps de facteurs d'altération de l'organisation des sociétés et de leur relation avec l'environnement. Dans la MS de Bonaventure, les problèmes à régler sont d'autres multiples. D'abord, la zone d'inondation élaborée à partir de la cartographie de 1988 s'est révélée peu précise et que la trajectoire de la vulnérabilité aux inondations au niveau de la MS de Bonaventure est très peu maîtrisée. Les inondations en 2017 et en 2019 ont montré également la faiblesse des institutions dans la gestion préventive des inondations et notamment dans la MS de Bonaventure également. Notre projet vise donc à évaluer la vulnérabilité aux inondations dans les bassins versants des rivières Cascapédia et Cascapédia, plus spécifiquement à caractériser l'inondation
identifier les indicateurs les plus pertinents et leur interaction, et comprendre la trajectoire de la vulnérabilité aux inondations dans la MSE de Bonaventure. La zone d'étude concerne le sud de la Gaspésie, qui est matérialisée par l'encadré rouge dans la figure de droite, mais spécifiquement dans les corridors fluviaux des rivières Cascapédia et Cascapédia en rouge à la figure de droite, en figure de gauche. Et le corridor fluvial de la rivière Cascapédia se trouve dans la municipalité Cascapédia-Saint-Juif, et qui a cette municipalité a une population d'environ 330 habitants en 2016. Et la rivière, le corridor de la rivière Petit Cascapédia se trouve dans la ville de New Richmond. Et cette ville a une population de 3706 habitants, dénombrés en 2016. Les données socio-économiques utilisées ont été fournies par le Statistique Canada pour les années 1986, 1987, 2006 et 2016. Les débits des rivières sont issus du Centre d'esthétique hydrique et la cartographie de l'aléa est issue de la modélisation hydraulique fournie par le laboratoire de géomorphologie de l'ICAR. Les codes critiques de submersion des bâtiments et les codes des ouvrages de franchissement sont issus des relevés GPS sur le terrain. Et les bâtiments sont digitalisés à partir de la photographie aérienne de l'année 2016, couplée avec le cadastre et le rôle d'évaluation de 2018, et surtout pour avoir les différentes caractéristiques de l'avion, notamment l'année de construction. Les infrastructures linéaires sont issues de la base de données Accueil Réseau et également de la MS de Bonaventure. Les données sur la lettre d'inondation sont issues des enquêtes sur les terrains. Pour la cadence de l'aléa, nous avons fait une recherche documentaire et également des enquêtes sur le terrain pour retracer l'historique des inondations dans la MS de Bonaventure. Nous avons fait également une analyse statistique des débits de 1963 en 2020 et la modélisation 2D à partir de ECRAS a été fournie par le laboratoire géomorphologique de l'ICAR. Et pour les indicateurs de la vulnérabilité, nous avons fait une recension des indicateurs fréquemment utilisés dans l'aspect scientifique consacré au Nord-Amérique et après valider ces indicateurs qui sont adaptés à la MSE de Bonaventure par la MSE de Bonaventure, et pondérer ces indicateurs par la population, les gestionnaires et les experts, et puis les indicateurs qui sont finalement retenus pour l'analyse de la vulnérabilité sont des indicateurs qui sont fonction des enjeux exposés dans chacun des bassins versants. Cette figure montre la base conceptuelle de l'analyse de la vulnérabilité qui a été étudiée pour appréhender la trajectoire de la vulnérabilité aux inondations à travers les facteurs de la vulnérabilité pour construire l'indice spatio-temporel de la vulnérabilité. Et la partie en bleu montre le corridor fluvial qui est affecté par la zone d'inondation de période de retour 350 ans. Et la partie en gris, c'est la municipalité dans laquelle cette zone se trouve, qui apporte son soutien à cette zone inondée, à cette zone d'inondation en cas de crise. Et ce soutien concerne la capacité que la municipalité peut apporter, surtout pour les aspects des sapeurs-pompiers, l'ambulance et la police également. Presque tous les indicateurs sont développés à l'intérieur de la zone d'inondation donnée fixée pour 350 ans comme période de retour. Tous les indicateurs développés sont de sens positif. Les indicateurs d'exposition sont dénombrés. Les indicateurs de sensibilité sociale de la zone et de l'adaptation sont transformés en pourcentage, soit en ratio. Et l'échelle d'analyse spatiale est une étendue d'inondation de recul en 350 ans fixée, puis maillée de 200 mètres par 200 mètres. Et l'échelle d'analyse temporaire, pas de temps de 10 ans, qui stationne de 1986, 1996, 2006 et 2016. Les indicateurs utilisés, au total, on a 9 indicateurs d'exposition, 10 indicateurs de sensibilité de la zone, 8 indicateurs de sensibilité sociale et 10 indicateurs de capacité d'adaptation qui est propre à la zone d'inondation considérée et 3 indicateurs de capacité d'adaptation au niveau de la municipalité qui sont des capacités de fonctionnement des services des sapeurs-pompiers, de la police et des soins de santé qui sont fonction de la défaillance et du dysfonctionnement, de la défense des infrastructures et du dysfonctionnement des systèmes. Nous avons standardisé tous les indicateurs à partir de l'équation 1 et puis fait un changement d'échelle pour avoir tous les scores d'indicateurs positifs à partir de l'équation 2 et enfin évaluer l'indice de vulnérabilité totale aux inondations qui est
la somme des indices des facteurs d'exposition et de sensibilité diminuée de l'indice d'adaptation. Et chaque indice de facteur est donc la somme des scores qui sont associés à ces catégories d'indicateurs. Et que les indicateurs de sensibilité sont les seuls qui sont pondérés pour prendre en compte la perception de la population. Également, tous les calculs sont effectués sur un maille de 200 mètres par décimètre. Nous avons également effectué des enquêtes sur le terrain et nous avons adressé les enquêtes à 3 groupes d'individus. Le questionnaire Q1 est adressé aux personnes, aux résidences affectées par l'inondation qui a 106 questions et chaque personne a mis environ 30 minutes pour répondre à ce questionnaire. Le questionnaire Q2 est adressé aux résidences non affectées par les inondations. Le questionnaire Q3 est adressé aux gestionnaires municipaux. Il dit ici que le questionnaire a été fait en ligne et chacun se définit en fonction de chaque catégorie qu'il se sent capable d'appartenir. Et les thématiques abordées dans les questionnaires concernent les connaissances sur la lettre inondation, l'état de vulnérabilité, la lettre aux inondations, la préparation, la perception des risques d'inondation, la notion de trajectoire de la vulnérabilité, caractéristiques socio-économiques et la pondération des indicateurs de sensibilité. La figure ici montre un peu l'analyse que nous avons fait sur les débits de 1962 à 1963. Et nous avons dénombré que dans le cas de la rivière, il y a eu 24 feux d'inondation qui ont dépassé une période de retour de 2 ans. Et pour le cas de la rivière Cascapédia, on a 23 feux. Et que l'inondation maximale vécue tourne autour d'une période de retour de 20 ans. L'inondation qui 30-50 n'est jamais vécue dans cette localité. Mais c'est pour des perspectives de prévention de gestion de l'inondation que le ministère a adopté ce type de classification. La figure que vous voyez devant vous montre un peu la répartition, l'évolution spatio-temporelle de l'indice de inondation dans les bassins versants du Petit Cascapédia, où on a vu 34% des mailles qui ont varié dans le temps. En titre d'exemple, l'encerclé rouge montre comment la vulnérabilité a évolué de 1986 à 2016 et dans l'encerclé orange, on voit comment la vulnérabilité a diminué de 1986 à 2016. Dans le cas du corridor de la rivière Cascapédia, on a 20,4% des mailles qui ont vu leur vulnérabilité varier dans le temps. Et à titre d'exemple également, au niveau de l'encerclé, il y a eu la vulnérabilité qui a évolué de 1986 à 1996, puis diminué jusqu'en 2016 dans cette partie mis en exergue. Au total, la vulnérabilité au niveau du bassin versant de la Petite Cascapédia est 3 fois supérieure à la vulnérabilité au niveau de la Grande Cascapédia. Et que les facteurs de vulnérabilité sociale et également de la zone sont des facteurs les plus importants dans l'augmentation du niveau de la vulnérabilité. La vulnérabilité a augmenté de 1986 à 2006 et a décru de 2006 à 2016 dans le cas des bassins versants de Petite Cascapédia. Mais au niveau de la Grande Cascapédia, la vulnérabilité a augmenté de 1986 à 1996 et décroît par la suite jusqu'en 2016. Analysant plus en profondeur, on a vu également l'évolution de l'exposition des bâtiments qui a accru sur toute la période. Mais au niveau des personnes, il y a eu une évolution stationnaire de 1986 à 2006 pour les personnes et une décroissance des personnes jusqu'en 2016 pour la Petite Cascapédia. Mais dans le cas de la Grande Cascapédia, les bâtiments sont restés statiques, pas de nouvelles constructions dans la zone d'inondation déterminée, mais la population a évolué de 1986 à 1996, puis a décru jusqu'en 2016. En termes d'action entreprise lors des inondations et au moment où les alertes sont données, avant les années 2000, il n'y avait pas eu d'action entreprise par les populations, mais à partir des années 2000, les populations ont commencé à prendre conscience des événements d'inondation qui sont récurrents dans leur localité et ont commencé par prendre des mesures pour pouvoir pallier aux inondations en cas d'alerte. Nous avons également effectué des enquêtes sur le terrain qui montrent que les personnes qui se trouvent dans la zone d'inondation déterminée et les personnes qui sont
aux alentours de la zone d'inondation montrent que le fait de se trouver dans la zone d'inondation ou aux alentours de la zone d'inondation a un impact sur la valeur de leur propriété. Mais au même moment, ces personnes ne sont pas prêtes à quitter leur zone pour se localiser dans des zones plus sécuritaires. Et ce qui crée un sentiment de frustration au niveau de la population parce qu'ils considèrent qu'ils sont inclus à tort dans une zone d'inondation qui est réglementaire et qu'ils n'ont jamais vécu des inondations. Et ils réclament d'être sortis de cette zone d'inondation. Dans les discussions, nous avons remarqué que dans l'analyse de la trajectoire de la vulnérabilité, les groupes d'indicateurs pour les personnes sont dynamiques dans chacun des bassins versants étudiés et les infrastructures linéaires ont été statiques pour ces deux types de bassins versants. Mais les bâtiments ont été dynamiques pour le bassin versant de Cascapédia, mais statiques pour le bassin versant de Grand Cascapédia. Les indicateurs de capacité institutionnelle sont dynamiques pour les deux bassins, les deux corridors étudiés, et la lettre d'inondation était dynamique pour la capacité d'adaptation, parce qu'on a pas eu des données sur la Grande Cascapédia. La sensibilité de la zone et la sensibilité sociale sont les deux facteurs importants dans l'augmentation du niveau de la vulnérabilité dans les bassins versants de Cascapédia. Cela est dû à la pondération, qui est une manière de prendre en compte la perception des acteurs qui sont à la fois enjeux vulnérables et acteurs d'adaptation. Et bien que ces deux facteurs participent à rehausser le niveau de la vulnérabilité à travers la pondération offre une possibilité de transparence et de participation à la co-construction de la vulnérabilité par la population. L'accroissement de l'exposition des bâtiments dans les bassins versants de Petit Cascapédia est dû à la faiblesse de l'application de la réglementation et ou à la construction non autorisée ou à la méconnaissance de la zone d'inondation 350 ans, puisque cette zone n'a jamais été vécue. C'est une zone modélisée. La diminution de la vulnérabilité à partir de 2006 dans les bassins versants de Cascapédia a dû à une diminution de l'exposition des personnes et à l'augmentation des mesures d'adaptation. La diminution de la vulnérabilité à partir de 1996 dans les bassins versants Cascapédia est due à la diminution de l'exposition des personnes dans le bassin. Nous avons fait un croisement des données recueillies avec la cartographie étudiée et nous avons remarqué que les personnes se réclamant hors de la zone d'inondation, hors de la zone inondable, on trouve qu'il y a 47% qui se retrouvent dans la zone d'inondation réglementaire définie à partir de 1988 par la municipalité. Et en croisant les informations sur le terrain et également ce que nous avons obtenu sur la modélisation de la cartographie, nous voyons que ces personnes disent que soit leur résidence, il y a le terrain qui est affecté et le bâtiment n'est pas affecté et ils se disent qu'ils sont non affectés, soit tout le terrain est affecté et le bâtiment est juste sur une configuration topographique qui fait que le bâtiment n'est pas affecté, ou soit tout le terrain affecté, le bâtiment est en contact avec l'eau, mais l'eau arrive seulement au niveau de la marche du bâtiment et ils se disent qu'ils ne sont pas affectés. Dans la littérature, Guillet nous apprend qu'il y a 5 typologies de zones inondables. On peut avoir les zones inondables par les limites constatées, les limites retrouvées, les limites présumées, qui est dans notre cas ici, les limites dupliquées ou les limites extrapolées. Mais, quelle que soit la forme de limite utilisée, les populations considèrent que c'est une base de discussion pour avoir une limite établie par la suite. D'où l'importance pour nous de faire la communication autour des risques liés aux inondations avec la population pour faciliter l'acceptabilité sociale des risques, de la cartographie des zones inondables qui s'en viennent dans le cadre de la nouvelle réglementation. En guise de conclusion, la trajectoire de la vulnérabilité a mis en exergue les changements globaux qui ont fait varier la vulnérabilité dans le temps. Elle montre les endroits de grande vulnérabilité dans les bassins versants afin d'orienter les mesures d'adaptation dans le futur. Malgré leur vulnérabilité, les citoyens souhaitent généralement demeurer dans leur lieu de résidence actuel, ce qui amène à vraiment regarder la question de la composition avec les inondations. Et cette étude expose également le caractère dynamique, temporel et transformationnel de la vulnérabilité. Et la cartographie de la vulnérabilité sur un maillet de 200 mètres par 200 mètres est un outil de gestion préventive
des risques liés aux inondations pour les gestionnaires et ça peut leur permettre de mesurer leurs efforts dans la réduction de la vulnérabilité aux inondations. Je vous remercie. Merci beaucoup, Yaovi. Donc, c'est le temps pour les questions. Peut-être tu peux arrêter le partage, comme ça je vais voir si on rate personne. Yep, moi j'avais une question, je cherche le bouton pour lever la main. Je peux la poser? Ouais. Oui, très bon travail. Je considère que considérer la population locale est essentiel dans ce que nous faisons parce que c'est eux qui sont directement impactés. Fait que ça, je t'en félicite. Ma question au niveau de la vulnérabilité d'inondation, est-ce que tu considères toutes les inondations ou simplement en eau libre? En Gaspésie, je crois qu'il y a des problèmes d'embâcle, surtout en hiver. Et il peut y avoir une inondation par niveau et une inondation par débit. Est-ce que vous considérez toutes les inondations? C'est ma question. Dans cette étude, l'inondation qui a été considérée, c'est l'inondation en eau libre, tout simplement, issue de la modulation. Mais il y a quand même d'autres études qui vont venir pour prendre en compte ces facteurs aggravants tels que les embâcles pour voir comment ça impacte la vulnérabilité dans la zone. Parfait, merci. Si. S'il n'y a pas de questions, je vais rebondir sur celle de Philippe parce que, d'après ce que je voyais, Jaovi, encore une fois, merci beaucoup pour ta présentation. Tu as pris les séries de débit, notamment jusqu'en 2019. Il s'est produit en Gaspésie en décembre 2020 avec évidemment les effets d'embâcle. La plus importante inondation pour la petite Cascapédia, j'ai les chiffres sous les yeux, qui a dépassé toutes les inondations historiques connues dans la rivière. Donc, ma question, est-ce que tu penses que cette inondation plus récente pourrait éventuellement, pour la petite Cascapédia, modifier certaines conclusions que tu as obtenues? Oui, j'ai essayé de faire l'analyse de la tendance de débit pour voir comment ça peut évoluer dans le temps. Et j'ai vu que ça a une tendance à la hausse. Et donc, cette modification peut apporter une modification de la vulnérabilité au niveau du bassin versant également. Mais également, j'aimerais par la suite regarder, même s'il y a une tendance qui revient du climat ou bien de l'hydrologie, est-ce qu'il n'y a pas des facteurs humains également sur le terrain qui peuvent modifier également cette répartition sur le terrain? Tout à fait. Bon point. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Pascal? Oui, ben en fait, je veux juste rebondir un peu, un complément à la question à Philippe. Yaovi, merci pour ta présentation. Est-ce que tu penses, justement, par rapport à cette inondation-là de 2020, est-ce que tu penses que ça pourrait avoir changé la perception des gens? Ou encore, si tu venais avec un questionnaire auprès des gens que tu as enquêtés, est-ce que tu penses que la question de la relocalisation serait revue à la hausse par les répondants, tu penses? Le questionnaire que j'ai présenté ici, ça a pris en compte jusqu'aux inondations de 2020. Ah. Mais sauf que ma trajectoire s'arrête seulement en 2016 pour se cadrer sur les données de statistiques. Mais il y a un autre travail qui se fait pour prendre en compte tous les résultats de l'enquête pour mieux analyser la représentation sociale de ces populations-là dans l'application et l'orientation des mesures d'adaptation sur le terrain. Et dans ce travail qui s'en vient, c'est pour développer un peu les motivations qui accompagnent, dont ces personnes-là sont issues et soutiennent pour rester dans la zone inondable ou se délocaliser. Donc, il y aura un indice qui sera développé pour ça, pour permettre à la municipalité d'avoir une base d'orientation des mesures d'adaptation sur le terrain, qui va amener donc une responsabilisation différenciée par rapport au choix qui sera fait sur le terrain, parce que les citoyens aussi seront responsables de réagir aux inondations et par rapport aux alertes et aux directives qui sont données également pour que la gestion soit vraiment efficace. Merci beaucoup.
Dernière question, Suzanne? Non? Non, c'est correct. Ça rejoignait ce que Pascal y a posé comme question. Donc, merci. Si je peux me permettre de commenter là-dessus, parce qu'effectivement, les enquêtes ont été faites en 2020, à l'été 2020, puis à l'été 2021. Puis Yaovi a certainement noté une différence dans la réception des citoyens par rapport aux besoins de l'étude. C'est-à-dire qu'il y a certains citoyens qui ne pouvaient pas répondre à l'enquête en 2020, mais après l'inondation en 2021, qui ont accepté, puis qui accueillaient Yaovi à bras ouverts pour leur montrer les résultats de l'inondation. Fait que ça a certainement eu un effet sur la réponse ou l'intérêt des citoyens à répondre aux questionnaires, ce qui est une bonne chose pour nous. Tout à fait. Parfait. Merci beaucoup pour ce excellent travail. Donc, merci Yaovi. Alors, Daniel va donc